J'ai lu le discours de Marisol Touraine qui est disponible, qui a été prononcé hier dans la startup Be Patient, qui est disponible sur le web. Et puis elle a, à plusieurs reprises, 3 ou 4 exactement, parlé de promesses. Effectivement, ça fait quelques années maintenant que je traîne mes guêtres dans la e-santé, comme beaucoup d'entre vous. Je reconnais un certain nombre de têtes là. Et ça fait des années qu'on attend que cette promesse avance, se concrétise, va vers des solutions opérationnelles. Et j'avais envie de partager un petit peu ça avec vous parce que il me semble qu'aujourd'hui, la e-santé est quelque chose de très intellectuel. Intellectuellement, on sait très bien comment on pourrait gérer la maladie demain, comment on pourrait prendre en charge un certain nombre de pathologies, travailler plus sur la prévention. Avec des objets connectés, on va tous changer nos comportements. Je dirais que la promesse de la e-santé, on l'a très très fortement. Et moi qui passe beaucoup de temps sur le terrain aussi avec le médecin et les pharmaciens, des fois je vois le décalage entre la e-santé telle qu'on peut la vivre dans les conférences là, ou dans certaines réunions think tank qu'on fait, et puis la réalité aujourd'hui des médecins, des pharmaciens, voire de certains patients au quotidien, où on s'aperçoit que la route va être encore longue, et on a probablement encore pour pas mal d'années devant nous. Mais c'est vrai qu'il y a une révolution qui est en cours, il y a une transformation qui est en marche, et ça fait un certain temps. Je vous rappelle que le web a 25 ans. En 25 ans, nos usages ont changé de façon drastique sur beaucoup de nos habitudes, que ce soit pour commander des billets de train, que ce soit pour faire du commerce, ou que ce soit pour avoir des relations avec d'autres individus. Et puis c'est vrai qu'on voit arriver maintenant une nouvelle révolution avec tout ce qui est objet connecté, avec tout ce qui est intelligence artificielle, pleine de promesses, encore une fois, mais avec aussi parfois une réalité qui est un petit peu décalée. Donc je voulais vous proposer aussi ce retour vers, non pas le futur, mais vers les futurs, parce que finalement, derrière la e-santé, chose qu'on va discuter pendant les 3 jours à venir, c'est pas tellement, je dirais, les aspects technologiques ou techniques ou opérationnels qu'il faut discuter, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut en faire de cette e-santé, vers quoi elle doit nous emmener. Est-ce qu'elle doit nous emmener vers, je dirais, une pénalisation du patient? Est-ce qu'elle doit nous emmener vers un bénéfice pour qui? Est-ce que ça doit être juste, on en discutait ce matin sur l'autre table ronde, un bénéfice économique pour le système? À qui doit profiter cette e-santé et comment est-ce qu'on peut arriver à l'avancer? Ça fait un bout de temps qu'on sait que cette transformation va se mettre en route. Steve Jobs avait été l'un d'entre ceux qui avaient annoncé cette convergence entre la technologie et la biologie, et avec les apports que ça pouvait faire. Et c'est vrai qu'on, là encore une fois, intellectuellement, on arrive à bien comprendre ce que ces nouvelles technologies pourraient apporter pour pouvoir faire gagner en accessibilité aux médecins, pour pouvoir réduire les temps d'accès à des spécialistes, pour pouvoir améliorer la prévention pour le patient, pour pouvoir rendre plus autonome. Donc là aussi, on voit comment ces outils pourraient avancer. Et puis je dirais dans la foulée de ces visions-là, on a les GAFA, en tête de quoi Google. On sait qu'il a régulièrement lancé des pavés dans la mare avec un certain nombre d'initiatives, que ce soit avec Calico, qui avait été, je dirais, une pierre blanche dans cette évolution de la e-santé, ou que ce soit avec les autres projets de Google X qu'on peut voir depuis plusieurs mois maintenant, des lentilles connectées, en parlant de tout ce qui est projet génomique. Et dans la continuité de ces changements, il y a beaucoup d'argent. Vous savez que la santé dans le monde aujourd'hui, c'est 9 000 milliards de dollars. C'est un marché colossal, c'est un marché pérenne, c'est un marché qui est très très attractif pour beaucoup d'entreprises, qu'elles soient grosses ou petites. Et on voit aussi dans la foulée de ce développement de nouvelles technologies, un investissement extrêmement important dans les health tech pour pouvoir concrétiser ces startups-là, avec là aussi un questionnement derrière. Est-ce que les modèles économiques sont trouvés? Est-ce que, je dirais, les solutions sont viables? Et on voit bien depuis quelques semaines qu'il y a un certain nombre de questionnements là-dessus. Alors on voit apparaître dans les licornes les fameuses startups, valorisées à plus d'1 milliard de dollars, un certain nombre de startups qui sont liées à la e-santé, qui sont liées à cet écosystème. Et je voulais décrypter avec vous quelques-unes. Alors, parmi les startups américaines qui ont beaucoup fait parler ces derniers mois, il y a effectivement Oscar. Oscar, la startup qui
new-yorkaise qui va disrupter l'assurance, qui va, je dirais, s'engouffrer dans l'Obamacare pour pouvoir aider à prendre en charge un certain nombre des patients bénéficiant de cet Obamacare. Oscar, qui a bénéficié d'un investissement de 32 millions de dollars de Google, de la Google Venture, et qu'on voit bien construire dans l'écosystème de Google sur la lentille connectée, sur le management du diabète. On voit bien poindre une solution qui joindrait à la fois l'assureur, le laboratoire, puisqu'il y a un laboratoire derrière aussi le développement de la lentille connectée, et puis Google avec le management des données. Et donc là, on voit aussi apparaître des nouveaux modèles et des nouveaux écosystèmes qui sont en train de se mettre en place. Alors les dernières nouvelles d'Oscar, c'est quand même que c'est un petit peu difficile pour lui aujourd'hui. Il perd plus de 100 millions de dollars sur l'année 2015. Il a du mal à, je dirais, valider son dispositif, et c'est encore un pari vraiment sur l'avenir, sur une digitalisation de la prise en charge des patients. Autre de ces licornes que vous avez vu dans le schéma tout à l'heure, Proteus. Proteus, on en a beaucoup parlé, c'est une société anglaise qui a développé ce qu'on a appelé le médicament connecté. De médicaments connectés, vous avez juste une couche de cuivre et de magnésium qui sont ajoutés dans la fabrication du médicament, et au contact des sucs gastriques vont produire un signal électrique qui va être capté par un patch posé sur le corps du patient, et ça va nous valider, je dirais, l'observance du patient, et puis le patch peut lui prendre la température, prendre l'activité, prendre un certain nombre de paramètres et construire un écosystème autour. Donc c'est vrai que l'idée est excellente et très intéressante, et on a vu en septembre un laboratoire sur un médicament dans la dépression déposer une demande d'essai clinique à la FDA qu'il a accepté, et pour justement développer ce principe de médicament connecté avec une solution. Il y a quelques semaines, on apprenait que la FDA avait rejeté le premier dossier transmis par ce laboratoire par manque je dirais, de preuves et manque je dirais, de contenu par rapport au dossier qui avait été remis. Et puis on sait que ce laboratoire est déjà en conflit avec la FDA très fortement, puisque c'est un produit qui est tombé dans le domaine public et qui a été génériqué, qui a donné lieu à une grande bataille entre ce laboratoire et la FDA. Et là aussi, on peut se poser la question de la motivation derrière, de développer ces solutions. Est-ce que c'est là une nouvelle stratégie antigénérique de la part des laboratoires qui veulent, je dirais, contourner encore un dispositif et reprotéger leurs produits grâce au brevet qui est contenu dans Proteus, ou est-ce qu'on va vraiment apporter une solution aux patients derrière? Là aussi, la motivation des acteurs derrière est vraiment à questionner. Autre buzz de la e-santé et autre licorne qu'on a pu voir ces derniers mois aux États-Unis, cette jeune fille qui, à 19 ans, était la plus riche non-héritière du monde, avec sa société qui était valorisée à plus de 9 milliards de dollars, donc Theranos, qui devait révolutionner l'analyse biologique. Et puis, depuis quelques mois, on va de publication en publication, d'annonce en annonce, pour apprendre que finalement, le procédé d'analyse biologique n'est pas validé, il n'est pas fiable, que les partenaires Walgreens ou CVS, donc les chaînes de pharmacie américaines qui avaient fait un partenariat avec cette société-là, se sont toutes retirées. Et donc maintenant, elle est même sous le coup d'une enquête des enquêteurs boursiers aux États-Unis pour un certain nombre de problématiques de malversation financière. Donc là, on voit que la licorne est bien morte, c'est même plus un petit poney, c'est pas grand-chose. Et on voit bien que la e-santé a beaucoup bénéficié aussi de ces questions de buzz. C'était pas Nature ou des revues scientifiques qui avaient validé ou parlé de ces solutions-là, mais c'était bien des revues grand public qui s'étaient emparées de ça et qui avaient permis de lever des fonds et de donner beaucoup de visibilité à cette start-up-là. Et donc là aussi, on voit que la e-santé doit, je dirais, valider une communication, valider au-delà du buzz une réalité par rapport aux promesses qu'elle peut apporter. Alors quand même, le tableau n'est pas tout noir, puisqu'on a des startups qui émergent avec des vraies solutions. Et là, je la présente régulièrement. Je l'avais rencontrée il y a 3-4 ans à Silicon Valley. C'est une startup de San Francisco qui s'appelle Omada Health, qui a lancé il y a 4 ans un programme qui s'appelle Prevent pour la prise en charge du patient prédiabétique de type 2. Le système, si vous ne le connaissez pas, est très simple. Quand vous êtes patient, vous inscrivez, vous payez 130 $ par semaine, vous êtes dans un programme de 16 semaines, vous recevez une balance connectée, un tracker d'activité, et vous rentrez dans une équipe de 12 personnes avec un coach
Et pendant 16 semaines, on va apprendre à changer les comportements. Parce que finalement, la problématique qu'on a en santé, et pour une partie des pathologies, celles qui drainent le plus de coûts pour les systèmes de soins, donc les pathologies cardiovasculaires, le diabète, c'est vrai que le changement des comportements hygiéno-diététiques est au cœur des solutions qu'on peut apporter. Et donc cette start-up-là a déployé son programme avec beaucoup de fondamentaux scientifiques à la base, beaucoup d'évaluations tout du long, beaucoup de publications. Et il se trouve qu'ils ont d'abord, en septembre dernier, relevé 47 millions de dollars pour redévelopper un certain nombre d'autres programmes. Et il y a quelques semaines, on a annoncé, Medicare a annoncé qu'ils allaient rembourser le dispositif pour les patients l'utilisant. Donc là aussi, on voit bien que face à la force de la publication et de la preuve, on a une solution digitale non médicamenteuse qui va pouvoir être remboursée, prise en charge pour pouvoir travailler sur le changement et l'amélioration de la santé des patients. Alors, je pense qu'on touche là vraiment au cœur de la problématique qu'on a en e-santé. C'est, en tout cas sur une partie des pathologies qui nous intéressent, si on réfléchit par rapport au poids économique qu'elles ont et aux solutions qu'on pourrait apporter grâce au digital, c'est le changement des comportements. Et là aussi, il y a eu un gros travail qui a été fait en Angleterre, aux États-Unis, avec la mise en place notamment des Nudge Teams. Vous savez, ce livre Nudge, qui est un livre sur le changement des comportements, le changement, la méthode des petits pas. Et Barack Obama a lancé en phase test une Nudge Team il y a 2 ans, qui a publié ses résultats l'année dernière. Et les résultats étaient tellement bons que Barack Obama les a, entérinés et fait rentrer au gouvernement. Ça va aller de solutions qui vont permettre de travailler sur le désendettement, de travailler sur l'absentéisme scolaire des adolescents au collège, et puis sur l'amélioration des comportements de santé. L'idée, c'est de dire, OK, arrêtons de dire 5 fruits et légumes par jour, c'est bon, ou fumez tu. Est-ce que ce sont la bonne façon de passer des messages et de faire changer les comportements? Mais est-ce qu'on ne peut pas travailler avec des sociologues, avec des communicants, sur d'autres façons de travailler les changements de comportement, notamment avec l'utilisation de SMS, avec l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et ils sont en train de valider tout un grand nombre de programmes sur un certain nombre de problématiques qui sont extrêmement intéressantes. Et là aussi, je crois que c'est une problématique sur laquelle on devrait travailler en France et je crois qu'elle est peu ou pas abordée aujourd'hui. Autre chose qui est interpellante ces derniers jours, Google a annoncé aux États-Unis depuis longtemps, ils travaillent sur des résultats pour leur moteur de recherche liés à la santé. Alors pour l'instant aux États-Unis, ils regardent dans d'autres pays, ils ont déjà regardé un peu en France comment ils pourraient travailler ça, sur des recommandations de contenu validé, donc validé par qui? Par Google, je ne sais pas, mais en tout cas de contenu validé lié à des recherches faites sur le moteur. Je vous rappelle que Google est utilisé quasiment à travers le monde à 90% par les internautes. Et non seulement là maintenant on trouverait, je dirais, des résultats de recherche validés Google, mais éventuellement des suggestions de traitement par Google selon la pathologie que Google aura donnée comme probabilité que vous aviez. Donc là, ça doit interpeller aussi par rapport à la bataille qui doit se faire sur l'information santé grand public. Qui est légitime pour ça? Qui doit le faire? Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour non seulement donner la réponse à l'internaute qui cherche l'information, mais aussi, pourquoi pas, la solution. Et là, ça pose un certain nombre de débats. Google est-il légitime pour faire ça? Et qu'est-ce qu'il va en faire derrière en termes de monétisation? Et ça pose un certain nombre de questions par rapport à ce qui se passe aussi sur l'intelligence artificielle. Parce qu'on a parlé data ce matin, et on va sûrement en parler pendant les 3 jours à venir. On est dans un monde de la donnée. On croule sous la donnée, il y en a partout. Il y en a partout sur les réseaux sociaux, il y en a partout sur le web. 90% des données créées par l'humanité l'ont été créées sur ces 2 dernières années. Donc c'est une masse informe, je dirais intravaillable aujourd'hui. On sait bien que la seule solution qu'on a pour pouvoir absorber cette masse de données, notamment en santé, qui vont arriver, ce sont les superordinateurs, les intelligences artificielles qui vont pouvoir faire un tri, traiter toutes ces données-là et pouvoir nous les rendre digestes pour pouvoir les rendre actionnables. Et on voit bien sur l'intelligence artificielle qu'il y a du très bon avec Watson. On voit ce que Watson travaille, même s'il faut s'interroger sur quelles sont les informations qu'on lui rentre et
et comment est-ce qu'elle conditionne la réponse et la suggestion qu'il va faire sur la proposition de traitement ou sur le clinical matching, notamment qui travaille aujourd'hui en oncologie. On a vu Google aussi faire le buzz d'abord en battant au jeu de Go avec DeepMind, puis créer DeepMind Health derrière pour aussi travailler sur l'intelligence artificielle en santé et faire, je dirais, un certain nombre de préconisations là-dessus. On a vu aussi le fiasco de l'intelligence artificielle de Microsoft sur Twitter. Donc là aussi, on voit bien que ces intelligences-là, derrière l'intelligence, il y a toujours l'humain qui programme un certain nombre de choses et qui impacte un certain nombre de choses. Donc voilà. Et justement, sur l'intelligence artificielle, on a, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les faits divers, mais on a le premier accident qui est arrivé en autopilote de Tesla. Donc un conducteur américain est mort alors qu'il semblerait qu'il regardait un DVD, mais un camion a traversé sa route, il était en autopilote et la voiture ne s'est pas arrêtée. Donc là aussi, alors qu'on nous parle beaucoup, qu'on est en train d'organiser comment ces voitures de demain choisiront si elles doivent éviter l'enfant qui traverse ou précipiter le conducteur dans le ravin qui est à côté. C'est vrai qu'on en est là aujourd'hui. Que beaucoup d'acteurs, y compris d'acteurs en santé, travaillent sur le fait de qu'est-ce que les gens vont faire quand ils vont être 2 heures dans leur voiture sans conduire. Donc ils vont consommer de l'Internet, ils vont téléphoner, ils vont regarder des vidéos, ils vont aussi faire de la santé. Il y a un certain nombre d'acteurs en santé qui travaillent avec les fabricants de voitures aujourd'hui pour se dire qu'on peut faire de la téléconsultation pendant qu'on est dans sa voiture, dans les bouchons, ou qu'on pourrait, je dirais, prendre un certain nombre de mesures. Donc là aussi, ça nous interpelle sur, je dirais, comment cette autonomie, cette intelligence artificielle pourrait réellement fonctionner demain. Et puis, juste pour finir, je me pose la question, où est-ce qu'on va avec tout ça? Qu'est-ce qu'on veut en faire exactement? Alors, je n'irai pas sur les thèses transhumanistes, mais c'est vrai qu'on sait qu'on peut réparer de plus en plus l'homme, ça c'est clair, on peut l'augmenter. On arrive sur des concepts de lentilles aujourd'hui ou d'exosquelettes, ou un certain nombre de choses qu'on peut faire. Et puis on sait que on peut peut-être prolonger la quantité de vie. Est-ce qu'on prolonge forcément la qualité de vie? Là aussi, il faudra, regarder ça intensément, mais moi je me pose vraiment beaucoup la question du système de soins qu'on est en train de construire pour demain. Quand je vois beaucoup de gens qui voient la e-santé comme étant une façon de fliquer, de traquer, de pénaliser, quand on aborde la question de l'observance, elle est très difficile. La question du patient, est-ce qu'il faut dire à un patient aujourd'hui qu'est-ce qui coûte en pharmacie? Moi je suis toujours surpris, les médecins ou les pharmaciens souvent disent oui, si, il faut leur dire. Et les patients disent mais non, mais déjà on est malade, est-ce qu'il faut nous dire à nous qu'on coûte 10 000, 20 000 euros parce qu'on a un cancer et souvent on a déjà les conséquences sur notre vie sociale, notre vie professionnelle. Mais je crois que c'est vraiment des questions de fond qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on discute ensemble. Je ne dis pas qu'il y a de bonnes solutions, mais on l'a vu sur l'apnée du sommeil, ça peut aller très très vite. Hein, la réflexion de dire, tiens, on a des appareils qui permettent de tracer l'utilisation effective des patients, et finalement, s'ils ne sont pas observants, enlevons-leur. Mais en même temps, quand on sait la pénibilité de l'utilisation de certains traitements, de certains dispositifs, on comprend que le patient n'a peut-être pas envie non plus de réfléchir là-dessus. Donc, j'ai décidé, moi, dans le cadre des élections de 2017, parce que c'est vrai que là aussi, il y a un vrai problème. La santé est un sujet majeur pour tous, et pourtant, il est très peu abordé lors des élections, d'essayer de faire des vidéos. Alors, vous en verrez sûrement sur YouTube avec le hashtag Moi Patient, pour que les gens s'interpellent et se réfléchissent en disant « Moi patient, qu'est-ce que je voudrais du système de santé ?» Et je pense que dans toutes nos démarches, c'est la première question qu'on devrait se poser tous. Moi patient, par rapport à la solution que je suis en train de proposer ou de construire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et comment ça améliore réellement ma vie, et comment ça, je dirais, me rend la vie meilleure et le système de soins meilleur. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous en ce début d'après-midi. Merci à tous.